Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Tant pis si ça pince. Cette semaine, je suis en compagnie de mon ami Frédéric Collat de France Bleu Brésil. Bonjour Frédéric. Bonjour. René Pérez avait quelques obligations, il ne sera pas des nôtres cette semaine. Nous accueillons l'un des maires de la métropole brestoise, le maire du Relecq-et-Ruon, Johan Nedelec. Bonjour. Bonjour. Nedelec, merci d'être avec nous. Merci à vous. Un jeune maire qui cumule plein d'activités. On se demande si ces journées font 24 heures comme celles de tout un chacun. Maire du Relecq-et-Ruon, on vient de le dire, vice-président de Brest Métropole Océane, président du centre de gestion du Finistère. On dira ce que c'est que le centre de gestion. C'est un organisme pas très connu, mais qui joue un rôle important. Vous avez aussi des fonctions au Centre national de la fonction publique territoriale. Et puis, vous avez un métier. Vous êtes marin embarqué sur les ferries de la Brittany Ferries. Et ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, nous avez-vous dit. Vous tenez à avoir un vrai métier dans la vraie vie. Oui, parce que la politique, c'est une chose, c'est une passion, c'est beaucoup d'engagement, vous l'avez rappelé, avec quelques mandats ou quelques représentations ici ou ailleurs. Mais la réalité du terrain, c'est aussi le métier. C'est ce qui fait qu'on est aux prises avec les réalités, en contact avec les collègues de travail, avec ce qui se passe sur le terrain. Avec la réalité des entreprises aussi. La réalité des entreprises, les difficultés, les opportunités. Pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. En tous les cas, c'était un point non négligeable de mon engagement. Au milieu de tout ça, il faut quand même réussir à se reposer, à prendre des vacances. Vous avez bonne mine, vous êtes un peu bronzé. Comment vous faites? Il est où le secret de Johan Nedelec? Il n'y a pas de secret, il y a juste, quand on entend souvent les gens dire qu'ils sont débordés, il n'y a pas de gens débordés, il y a des gens, alors dans ces cas-là, qui sont mal organisés. Si l'agenda est bien calé, bien cadré, tout peut se faire dans de bonnes conditions. Après, c'est un choix. Personne n'oblige les personnes à s'engager. Vous déléguez beaucoup ? L'équipe est importante. Une personne seule ne vaut rien. Une équipe municipale, en l'occurrence, parce que c'est ça l'essentiel de mon temps. J'ai la chance d'avoir une équipe efficace, des adjoints efficaces. Donc c'est vrai que sur des thèmes précis d'une municipalité, c'est quelque chose d'important. Alors, vous disiez que vous étiez très attaché à garder cette activité professionnelle pour rester en prise avec la réalité. C'est aussi une forme de liberté, peut-être? Moi, j'ai jamais considéré la politique comme un CDI. J'ai toujours considéré la politique comme un CDD. Ça commence à un moment donné, ça peut se finir. Alors par choix, et parfois le hasard électoral fait que les électeurs en décident autrement. Et je crois qu'il ne faut pas être, je dirais, enchaîné à un mandat, quel qu'il soit, et qu'à tout moment, tout peut s'arrêter, par choix ou par contrainte, et que mon choix, le mien, c'est de pouvoir avoir cette liberté à tout moment, de pouvoir faire ce qui est aussi une vraie passion, mon métier. Voilà, mon métier de base. Il n'est pas facile à assumer partout, parce que votre employeur a accepté que vous puissiez annualiser votre temps de travail, si je ne me trompe pas. Hein. Vous travaillez surtout l'été pour la BAI, Exactement, exactement. Tous les employeurs ne peuvent pas se permettre ça, ce qui fait qu'on retrouve dans la politique beaucoup de gens qui viennent de la fonction publique ou des médecins. On reproche beaucoup à la gauche, dont vous faites partie, d'être un petit peu la République des professeurs, de la fonction publique. J'ai conscience de faire un petit peu, non pas de tâche, mais d'être un petit peu original dans le décor, parce que je suis issu du privé et je m'engage en politique. J'ai la chance d'avoir une entreprise qui comprend cela et qui m'a permis depuis 2008 d'avoir un aménagement de mon temps de travail, de pouvoir avoir ce pied. Alors, pour un marin, c'est original, mais d'avoir un pied dans l'entreprise. Ça vous nourrit, ça, dans votre activité politique, d'avoir ce contact permanent avec la vie de l'entreprise et avec le public, les collègues de travail? C'est une chance, c'est une richesse. C'est une source, vraiment? Ouais. Oui, c'est une source. C'est une richesse. Lorsque l'on me parle de difficultés du quotidien, du logement, pour payer ses factures d'électricité en tant que président du CCS de ma commune, comme tous les maires. Centre communal d'action sociale. Centre communal d'action sociale, je vois les difficultés à payer des factures énergétiques. C'est un exemple que je vous donne. Et à bord, lorsque je travaille avec mes collègues, on est au même niveau. Je ne suis pas un chef, je suis un employé. Et ben c'est comme beaucoup plus simple et beaucoup plus pertinent pour pouvoir échanger, pour pouvoir discuter. De parler le même discours que vos administrés. Exactement, pas de déconnexion, en tous les cas, c'est mon souhait. Alors justement, ça, on va faire un petit pas vers l'actualité nationale et ce sentiment parfois qu'ont les contribuables, les administrés de base, les citoyens de base, que la politique se passe vraiment très 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 loin d'eux. Il y a eu pas mal de vannes d'ailleurs cette semaine qui sont sorties avec l'histoire de la comète et du petit robot qui s'est posé en disant finalement l'Europe elle réussit des choses merveilleuses mais à plusieurs centaines de milliers de kilomètres de nous. Ça montre bien qu'elle est très éloignée de nos préoccupations quotidiennes. L'actualité, cette semaine encore, était très parisienne. C'est les histoires les rebondissements dans l'affaire Big Malion, c'est des histoires entre Fillon et puis secrétaire général de l'Élysée. Comment vous voyez ça, vous, de votre regard d'élu local? J'ai beaucoup de difficultés à lire
la presse quotidienne et d'entendre, de lire ces choses-là, parce que on parlait de déconnexion. Pour le coup, c'est pas le même monde. Moi, je suis maire d'une commune de 12 000 habitants. La réalité, c'est pas celle-là. Or, les gens, quand ils nous croisent, quand on dit qu'on fait de la politique, ils le savent. On est tous mis dans le même panier. Ouais. Vous en souffrez un peu, ça, de cet amalgame? Je ne vais pas dire que j'en souffre, je le regrette. Parce que nous, on parle concret. On parle voirie, on parle équipement sportif, on parle petite enfance, on parle de l'action quotidienne pour les habitants, pour les usagers. Et tout ça est mis à mal par des comportements, par des attitudes, par des discours, des actes aussi, s'ils sont avérés, notamment dans l'affaire Big Malion, qui discréditent la totalité de notre engagement politique. J'ai une famille politique à laquelle j'appartiens. Tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Mais chez vous, on dit plutôt tout n'est pas tout rose. Tout n'est pas tout rose, surtout dans le moment. Mais la difficulté est grande de pouvoir justifier le comportement de certains au niveau national. Et il n'y a pas des matins où vous vous dites ça suffit, quoi, j'en peux plus? Non, je ne me suis jamais dit ça parce que, vraiment, sincèrement, je ne me suis jamais dit ça parce que ce qui rebooste, ce qui donne la force, c'est le quotidien, c'est d'aller à la mairie et c'est de travailler sur des dossiers locaux, concrets. Et quand les gens viennent vous dire, parce que ça arrive, ça c'est bien. Ça arrive aussi que les gens viennent nous dire on n'est pas content. Mais quand les gens nous écrivent ou nous envoient un email pour dire nous sommes satisfaits, c'est la meilleure des récompenses pour un élu finalement. On n'a pas le doigt pointé vers l'horizon avec le prochain mandat ou la prochaine élection. Non. Vous avez 36 ans, vous pensez que les gens de 25, 30, 35 ans aujourd'hui, ils ont envie de s'engager en politique? C'est la difficulté. J'étais le plus jeune élu de mon conseil municipal en 2008, et en tant que maire en plus, j'avais 29 ans. Je demeure presque le plus jeune encore dans mon équipe municipale. C'est un problème, ça? Oui, c'est un problème, parce qu'il faut donner envie, et l'accroche, c'est le local. C'est certainement pas le national, sauf à parler de grandes valeurs et de grands débats nationaux. Dans le moment, j'ai un peu de mal. Voilà, il faut dire les choses très franchement, c'est une difficulté. On ne va pas non plus se voiler la face. Alors, parler concret quand on est un élu local, c'est souvent parler d'argent, parler de budget, parler d'économie. Là aussi, comment vous voyez un petit peu l'avenir? Parce qu'on parle beaucoup de restrictions budgétaires, de baisse des dotations de l'État. Est-ce que ça vous inquiète à l'échelle de votre commune, du Relecq-Kerhuon? Oui. Ça va se traduire par des projets peut-être repoussés, abandonnés ou revus à la baisse? Échelonnés dans le temps, peut-être, abandonnés, certainement pas. Nous avions anticipé, avec la campagne de 2014, nous savions ce qui allait se passer. On ne savait pas à quelle hauteur. La surprise est de taille. Les milliards d'économies nécessaires au niveau des collectivités. Dès lors, il faut être créatif et puis trouver de nouvelles façons de faire pour continuer à agir pour le quotidien des usagers. Parce que l'usager, il paye des impôts, de l'argent public, et en contrepartie, il lui faut, et c'est normal, une amélioration de son quotidien. Sauf qu'il faut aussi répondre à cette, à l'ambiguïté qui consiste à dire on veut moins d'impôts, mais on veut plus de services publics, plus de transports en commun, plus d'aménagement. Il y a une difficulté à pouvoir régler cela, mais je suis un peu inquiet d'ici 3 ans, parce que sur la ville du Relecq-Kerhuon, sur un budget d'approximativement 16 millions d'euros, c'est sur le mandat 800 000 euros que nous allons perdre. 800 000 euros. Oui. Quand vous savez qu'un point d'impôt sur ma commune, c'est approximativement 55 000 euros, je vous laisse faire le calcul de combien il faudrait augmenter la... Ne serait-ce que pour maintenir le niveau. Pour maintenir. Donc, il faut être créatif. Et là, vous n'allez pas augmenter les impôts? Non, Frédéric. Ce ne sera pas un scoop sur votre émission, parce que je m'étais engagé pendant la campagne des élections municipales, mais il n'est pas question de toucher au levier fiscal. Qu'est-ce qu'on fait? On serre les vis où? On prend moins de personnel? Où serre-t-on les vis? On regarde. Parce que les crèches, il y en a tout le temps besoin, un stade de foot, il y en a besoin, des équipements collectifs, il y en a besoin. Où peut-on serrer les vis? L'avantage que nous avons, c'est que nous avons suffisamment anticipé la bonne gestion de la collectivité, ce qui nous permet de faire face à des investissements sans avoir besoin d'avoir recours à l'emprunt. Et l'emprunt, c'est ce qui plombe une collectivité avec le remboursement des intérêts. Pas d'emprunt toxique chez vous? Il n'y en a pas eu. Pour le moment, Mon précédent adjoint aux finances, Renaud Sarabezol, avait été brillant, comme d'habitude, mais brillant sur ce choix-là, et qui a été poursuivi par mon nouvel adjoint aux finances. Donc pas d'emprunt toxique et pas d'emprunt qui pèse sur la collectivité. J'en veux pour preuve un exemple, une médiathèque qui a été inaugurée il y a 2 ans, à peine maintenant, 4 500 000 euros. Elle est quasiment déjà remboursée de par ce que l'on appelle les petites cagnottes que nous pouvons avoir. Parce que c'est comme une gestion en bon père de famille aussi. On met de l'argent de côté. Alors, vous me tendez la perche, la médiathèque, il y en avait une
dans une commune tout à fait voisine, à Guipava, qui était aussi en projet. On se demande si ça n'a pas contribué un peu à coûter son siège de maire au maire sortant. Beaucoup s'interrogeaient sur l'opportunité d'avoir 2 médiathèques, 2 équipements de valeur aussi proches l'un de l'autre. Est-ce que vous avez le sentiment, plus généralement, que tout ce travail de mutualisation, qu'on appelle de ses voeux pour faire des économies, est vraiment engagé, ou bien est-ce que ça patine un peu? Non, il est vraiment engagé, notamment avec le maire de Brest. On a bien travaillé sur la mise en commun de nos réseaux médiathèques. Il y aura la future médiathèque au plateau des Capucins, la médiathèque du Relais-Quéruon, la médiathèque de Guipava, puisque c'était le choix d'Alain Kefelec à l'époque, de mutualiser nos moyens pour que les usagers du Relais-Quéruon puissent consulter les œuvres de Brest et les avoir, le cas échéant, si nous ne les avons pas au Relais-Quéruon. Et on va aller au-delà, on va poursuivre encore cette mutualisation. Mais pour répondre à la proximité des équipements, moi je l'entends, de dire est-ce que c'est nécessaire d'avoir une médiathèque à Guipava, une médiathèque au Relais-Quéruon, une médiathèque à Plougastel qui existe déjà. Nous répondons aux besoins des habitants. Ce n'est pas moi qui ne vais pas au plateau des Capucins prochainement prendre ma voiture ou le tramway ou le bus. Ce sont les habitants, 12 000 habitants, qui disent nous, en hypercentre de notre commune, on souhaite avoir un équipement structurant parce qu'on préfère se déplacer, à pied, Oui. à proximité d'une zone dense. Moi, je vois les chiffres de fréquentation qui ne me contredisent pas sur l'opportunité de faire une médiathèque sur notre commune, par exemple. Voilà, donc il y a mutualiser, c'est bien, mais à condition de ne pas dégrader le niveau de service que, selon vous, les contribuables attendent. De tous les élus de la communauté urbaine, vous entendrez toujours une chose qui reviendra en boucle, c'est la proximité. Les gens veulent la proximité pour tout, la proximité pour les services publics, la proximité des élus, la proximité pour une intervention rapide. C'est dans l'air du temps, tout de suite, mais il n'empêche que c'est une réalité. Frédéric, une dernière question? Oui, une dernière question, mais la proximité, est-ce qu'elle ne va pas à l'encontre, justement, de cette métropolisation qu'on veut? On veut des communautés de communes qui prennent plus la main, donc on va enlever un peu de proximité. Comment vous voyez ça? On est là dans un grand moment d'interrogation. On a porté ce projet-là pendant la campagne municipale avec la communauté urbaine, parce qu'on a vu qu'il y avait parfois des dysfonctionnements sur la proximité. Et la réponse qui nous a été formulée collectivement avec François Curne, c'est de créer justement ce service de proximité qui est en train de se mettre en place et qui marche, de mon point de vue, plutôt pas mal. Est-ce qu'au final, ça fait des économies? Parce que c'est ça, la finalité. Je crois qu'il y a une étude qui a été rendue dernièrement, comme quoi toute mutualisation ou tout regroupement ne générait pas forcément d'économies. Je n'ai pas une réponse précise à cette question, parce que là, on la démarre, cette expérience-là, on verra cela un petit peu plus tard. Mais de toute façon, que ce soit sur la mutualisation ou sur d'autres points, l'heure est plutôt à l'économie plutôt qu'à la dépense. Merci Yohann Edelleg, merci Frédéric. La première partie de cette émission touche à sa fin. On se retrouve dans quelques instants. Restez avec nous.